Bonjour à tous. Désolé à ceux à qui on va tourner le dos, parce que c'est voilà, c'est fait comme ça. Je suis Nicolas Rebière, rédacteur en chef de La République et de l'Éclair, et également modérateur, et qui vient vous présenter Laurent Mauduit. Merci. D'abord, je suis ravi d'avoir ce moment de discussion avec vous. On a eu l'occasion de se présenter. Laurent Mauduit m'avait dit comment je vous présente. Il me dit journaliste, cofondateur de Mediapart, écrivain. J'avais l'impression que le simple ordre dans lequel vous décliniez vos fonctions avait de l'importance. Alors, ça veut dire que vous dites d'abord journaliste, et un journaliste, en quoi ça croit? Ou en tout cas, vous, en tant que journaliste, en quoi croyez-vous encore? Vous savez, dans les périodes de tourmente, de turbulence comme celle que nous vivons aujourd'hui, il est très bon de revenir au fondement de la démocratie. Et si vous me demandez à quoi je crois encore, je crois à ces fondements et j'ai le sentiment que ces fondements de la démocratie ont été oubliés, souvent oubliés, malheureusement oubliés. Je m'explique. En juillet 1789, juste après la prise de la Bastille, le 15 juillet, Camille Desmoulins, qui jouera un rôle ensuite important, notamment dans la Déclaration des droits de l'homme, dit de la presse: c'est la sentinelle de la démocratie. C'est une belle formule, sentinelle, la vigie. À la même époque, ou plutôt 2 ans avant, Thomas Jefferson, vous savez, celui qui deviendra ultérieurement le 3e président américain. Et à l'époque, il est de 1785 à l'automne 1789, il est ambassadeur des États-Unis en France. Et de France, vivant dans la culture des Lumières, écrivant à un ami américain, il a cette formule formidable: si j'avais à choisir un pays avec un gouvernement et pas de presse, ou un pays sans gouvernement mais avec la presse, je choisirais la seconde solution. C'est ceci qui conduira aux États-Unis, dans la Déclaration des droits, au premier amendement. La valeur fondatrice de la démocratie américaine, c'est la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose majeure, c'est qu'il n'y a pas de démocratie forte sans des citoyens éclairés. Et du même coup, il n'y a pas des citoyens éclairés sans une presse libre et indépendante. Et je termine mon propos. Observez bien que dans le débat public français, pendant 1 siècle et demi ou 2 siècles, ces valeurs-là seront reprises par beaucoup. Victor Hugo, par exemple, fait... Je vais en terminer avec ces rappels historiques pour en venir au présent, mais Victor Hugo fait en 1848 un très beau discours à l'Assemblée constituante en disant: le droit de vote et la liberté de la presse sont 2 valeurs cousines, voisines. On ne vote pas à l'aveugle. Il faut donc que la presse ait une totale liberté pour que les citoyens puissent exercer leur droit de vote. Et il dit: le droit de vote et la liberté de la presse, attenter à l'un, c'est attenter à l'autre. Et bien voilà, ma conviction, c'est que ces valeurs fondatrices sont aujourd'hui menacées. Alors justement, vous parliez période de turbulence, vous parliez menace. On n'a pas a priori le sentiment ou la sensation, en France, ou le constat, d'une liberté de la presse menacée. Elles sont où ces menaces? Écoutez, pour les décrire, je fais un dernier retour historique, rapide. Vous savez, à la Libération, le Conseil national de la résistance édicte un principe dans son programme, c'est rétablir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance vis-à-vis des puissances financières. C'est le verbatim exact de ce que dit le CNR. Et à l'époque, les journalistes... Beaucoup de journalistes défendent les mêmes valeurs. Albert Camus, dans le journal Combat, répète sans arrêt: il vaut mieux une presse libre et pauvre qu'une presse riche et asservie. Et donc, tous les journaux français, quasiment tous, se fondent sur ce principe de liberté, d'indépendance. Il faut que les journalistes ne soient au service que des citoyens, pas des puissants. Et du même coup, les journaux se construisent dans des modalités juridiques différentes, mais pour respecter ce principe. Le Monde, par des tâtonnements successifs, inventera le modèle d'un journal propriété de ses journalistes, et d'autres journaux
de gauche et de droite. Je pense par exemple au Parisien libéré, qui est qui est la propriété d'un mouvement de résistance lié à la démocratie chrétienne, trouve le modèle de la coopérative ouvrière, n'être au service que de ses lecteurs. Et si j'avais résumé les menaces qui pèsent sur les libertés de la presse, je dirais que ça s'est fait en 2 temps. En clair, mon sentiment, c'est que ce principe d'indépendance a été abandonné, a été abîmé, a été détruit en 2 temps. D'une part, il y a eu le rachat par des milliardaires dont la presse n'est pas le métier, de beaucoup de journaux indépendants, notamment de journaux de la presse quotidienne nationale. Pas seulement, il y a aussi des journaux régionaux concernés. Donc c'est mon histoire à moi personnelle. J'ai été longtemps journaliste au Monde et j'étais directeur adjoint de la rédaction du Monde. Le Monde, journal indépendant. Le fondateur du Monde disait il faut se tenir loin de ce qu'il appelait la presse d'industrie, c'est-à-dire la consanguinité entre la presse et les milieux d'affaires. Le Monde est racheté tristement, d'abord un peu par Lagardère en 2006 et ensuite totalement en 2010 par un trio de milliardaires, Mathieu Pigasse. Je vous interromps, vous faites jouer la clause de conscience à ce moment-là ou pas, quand il y a le rachat? Oui, bien sûr, il y a la clause de conscience. Il faut expliquer que ça, c'est une règle quand même, qui est une digue, on va dire, démocratique. Un journaliste peut quitter un journal s'il y a un rachat, se retrouve pas comme démissionnaire et donc c'est-à-dire qu'il a le droit de quitter, il a des indemnités comme un licenciement, mais au moment de rachat, ça s'appelle la clause de conscience. Oui, mais c'est une clause de cession. Protection bien faible parce que ce premier mouvement en fait conduit à 2 normalisations. Une normalisation économique, les grands journaux économiques, les grands journaux indépendants cessent de l'être. Le Monde est croqué par des milliardaires, Libération est croqué par des milliardaires. Et je vous fais une série interminable. Et de cette normalisation découle une normalisation éditoriale. En clair, je pourrais vous donner des centaines d'exemples de censure, d'autocensure, de pression, de manipulation. Je le chronique sur Mediapart chaque jour. J'ai encore raconté hier les histoires tristes de la Provence, propriété de Bernard Tapie. Bon. Ça, c'est le premier temps, hein, qui est terrible, terrible. C'est-à-dire l'abandon des principes de la libération. La presse doit être indépendante au service de ses lecteurs. Pas de manipulation, pas de pression, je dirais. Bon. Et puis le second, donc ça, c'est l'histoire, cette double normalisation. C'est essentiellement l'histoire des années Hollande et avant lui Sarkozy. Hein, et puis là, il y a un second temps, depuis 2017, qui, à mon sens, est peut-être aussi, sinon plus préoccupant. C'est après une normalisation de la presse, il y a des mises en cause des droits fondamentaux de la presse. C'est-à-dire des lois, des dispositions législatives liberticides. Alors je pourrais les énumérer longuement, mais il y a une tentative, ou en tout cas un projet annoncé par le ministre de la Culture de réforme de la loi de 1881, qui est la grande loi progressiste qui encadre les métiers de la presse. Hein. Je dis progressiste parce que l'article 1 de cette loi de 1881, c'est l'édition et la librairie sont libres. C'est-à-dire le principe majeur de cette loi, c'est une loi progressiste. Hein. Et sinon, il y a eu la loi sur les fake news, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Il y a eu la loi terrible pour la presse, la loi sur le secret des affaires, qui inverse le principe de la loi de 1881. La loi de 81, c'est un principe de liberté, et ensuite la loi édicte les sanctions en cas d'abus de cette liberté. Là, le principe de la loi sur le secret des affaires inverse le principe. Le principe est un principe d'opacité, et ensuite, il y a les suites de la loi déterminent les exemptions possibles à ce principe. Il y a eu la tentative de perquisition très très choquante, mais qui n'a pas abouti à Mediapart pour essayer de trouver nos sources. Il y a eu la convocation de 8 journalistes en violation du principe du secret des sources par la DGSI, c'est-à-dire les services secrets. Voilà, une quantité de dispositions, de mesures très très inquiétantes qui restreignent. Et par ailleurs, il y a aussi une faiblesse française dans la protection des lanceurs d'alerte.
qui est très importante pour les journalistes, parce que moi qui suis journaliste financier, vous vous doutez bien que raconter des irrégularités ou des fraudes au sein d'établissements financiers, je ne peux le faire que s'il y a des citoyens qui ont une conscience profonde de leur devoir de citoyen et qui m'alertent. Et donc si les lanceurs d'alerte sont menacés, c'est en fait, c'est pas moi qui suis menacé comme journaliste, c'est vous, citoyens. C'est le principe majeur dont je parlais tout à l'heure, celui de votre droit de savoir. Alors, vous parliez de cette loi sur le secret des affaires. En gros, si je dois la résumer, mais vous la connaissez sans doute mieux que moi, une entreprise n'est plus tenue, par exemple, de publier ses comptes. Il y avait ces obligations-là, et maintenant, il y a moins d'obligations à ce sujet-là. Oui, moi je suis journaliste d'entreprise, beaucoup, je chronique le... Vous étiez journaliste économique au début, c'est ça? J'ai dirigé le service économique de Libération longtemps, et j'ai dirigé longtemps le service économique du Monde. Et donc, prenez un exemple. Qu'est-ce que ça a changé? Voilà, prenez un exemple, c'est la Déclaration des droits de l'homme édicte un principe de transparence sur les fonds publics. Les citoyens ont le droit de savoir l'usage des fonds publics. Je parle sous le contrôle de François Bayrou, l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme. Et du même coup, prenez un exemple. Quel usage font les entreprises de l'argent public qui leur est apporté, qui leur a été porté sous la forme du CICE en 2013-2014. Il y a des pays où il y a des législations progressistes. Vous savez, aux États-Unis, dans le cadre de la guerre du Vietnam, il y a eu un dispositif qui s'appelle le Freedom of Information Act, qui donne la possibilité aux citoyens d'avoir accès aux documents administratifs. Ce qui est très intéressant, c'est que dans beaucoup de pays, il y a eu une sorte d'extension de cette disposition américaine prise dans le cadre de la guerre du Vietnam. Et donc, en Suède, par exemple, un citoyen peut, de manière anonyme, demander un document administratif. C'est le cas en France. Très utile. On a une cadre. Je termine. Oui. Non, ce n'est pas le cas en France. En Islande, dans le cadre de la révolution démocratique, en Islande, au moment de la crise financière, un citoyen en Islande peut demander un document sur une entreprise privée dès lors que l'entreprise privée est sous contrat ou aidée par l'État. Et donc la France aurait pu s'inspirer de ce principe. Encore une fois, ça renvoie à la Déclaration des droits de l'homme, c'est le droit de savoir des citoyens. Or, la France, après, je vous le rappelle, dans la directive sur le secret des affaires, c'est une initiative française. C'est un socialiste, garde des Sceaux, Urvoas, qui a eu l'idée, à l'époque où il était président de la commission des lois, de faire une proposition de loi pour instaurer le secret des affaires. Proposition de loi, je vous l'ai dit, qui renverse le principe démocratique sur lequel le droit français de la presse a été assis, qui est la loi de 1881. Je vous ai rappelé l'article 1 de cette loi. L'édition et la librairie sont libres. Le secret des affaires inverse. Le principe, c'est un principe d'opacité. Et donc, la proposition française est devenue une directive, et la France, ensuite, a transposé la directive dans le droit français. Et donc, il y a une petite part d'hypocrisie, c'est que dans la transposition de la loi française, le secret des affaires s'impose à tous, sauf aux journalistes. Sauf que si le lanceur d'alerte n'est pas lui-même totalement protégé et la loi n'apporte pas cette protection, eh bien du coup il y a des risques pour le lanceur d'alerte, oui, pas pour le journaliste. Et la démonstration, on l'a eu avec une affaire qui concerne le journal Le Monde, où sur l'affaire s'appelle Implant Files, ou sur un problème de fabrication de matériel médical ou des problèmes de santé publique très graves étaient en cause, touchant les citoyens. Les journalistes du Monde ont saisi la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, pour obtenir les documents publics concernant cette affaire, touchant la santé publique. Et la CADA, qui n'y est pour rien, c'est un membre du Conseil d'État qui la préside, un honnête homme, a dit, au terme de la loi sur le secret des affaires, je ne peux pas accepter la transmission de ces documents. Et donc, cette loi sur le secret des affaires est une loi pour les journalistes très liberticide.
et qui va à rebours d'une tradition démocratique qui était la tradition, je vous l'ai dit, celle de la Déclaration des droits de l'homme. Alors, est-ce que dans son sombre tableau, on peut rappeler aussi quand même que sous Hollande, par exemple, on a réaffirmé, voire constitutionnalisé le droit au secret des sources, qui est quand même relativement important pour un journaliste. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des perquisitions chez vous. C'est majeur pour les journalistes. C'est la loi d'honneur. Moi, je ne serais rien comme journaliste. Mon travail ne servira à rien si je ne respectais pas le secret des sources. Mais vous observerez que depuis 2017, il y a eu d'autres tentatives par le passé, il y a eu des tentatives d'entorse à ce principe. Et je vous citais tout à l'heure cette tentative de perquisition avortée à Mediapart, diligentée par le parquet de Paris. Vous pouvez nous raconter le contexte? Il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu d'autres perquisitions avant Mediapart. C'est déjà existé. Le Canard a connu ça notamment, etc. Bien sûr. C'est pour ça que je dis que dans le passé, il y avait Si vous dites c'est avorté, c'est que ça, finalement, le système a fonctionné. Ah, c'est pas que ça. Tel que vous le souhaitiez. C'est pas que ça a fonctionné. C'est que vous avez su vous défendre. On a su nous défendre. Nos avocats sont arrivés sur le champ et la rédaction, les jeunes journalistes qui étaient présents, a refusé l'entrée aux 2 procureurs qui étaient présents et aux 2 policiers qui venaient. Et donc, non seulement on a refusé, mais on a engagé une procédure, une plainte contre le parquet. Donc il y aura une procédure judiciaire. Alors qu'est-ce qu'elle est devenue, cette plainte? Un jour, l'affaire arrivera devant le tribunal correctionnel. Mais c'est vrai qu'on est dans un univers qui est assez singulier. Hein. C'est que les journalistes ont fait sans arrêt l'objet de pression. Les journalistes qui sont dans les journaux rachetés par des milliardaires dont la presse n'est pas le métier sont sans arrêt soumis à des pressions. Et par ailleurs, il y a un attachement aux questions démocratiques qui est faible de ce pouvoir aujourd'hui. Donc, c'est vrai que de tout temps, il y a eu ces pressions. Juste Laurent, je ne vais pas pouvoir m'ériger en défenseur des confrères qui peuvent être dans des journaux qui ont été rachetés par des milliardaires. Ce n'est pas notre cas, le groupe Sud-Ouest est un actionnariat familial. Je vous trouve un peu sévère vis-à-vis de ses confrères. Je trouve que des journaux que vous avez cités, non, mais les journaux que vous avez cités, précisément, que ce soit Libé, Le Monde, précisent quand ils citent par exemple un de leurs propriétaires qu'ils sont propriété de ce journal-là, réussissent quand même à sortir des enquêtes, je pense au Monde quand même. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, là où Mediapart, et c'est vrai, a érigé un système d'indépendance totale, peuvent exister des médias où finalement l'économie, on va dire, sinon libérale, du moins capitaliste, n'empêche pas malgré tout une certaine liberté de la presse? Alors, il faut pour les journalistes avoir une mémoire longue, se souvenir de ce qu'a été la moins longue que la vôtre, la mienne. Ouais. Les dangers que font peser la corruption de la presse. Si vous m'autorisez 2 anecdotes pour ceux qui ne les connaissent pas. Pendant l'entre-deux-guerres, il y a eu 2 grandes affaires de corruption de la presse qui ont frappé les citoyens. Il y a eu d'abord l'affaire Raffalovitch. Qui est Raffalovitch? C'est un émissaire, un homme élégant, distingué, économiste, qui est l'émissaire russe du tsar avant la guerre de 14, et il a pour mission de corrompre la presse française pour que la presse française chante les louanges du régime tsariste, de sorte que les Français souscrivent aux fameux emprunts russes. Et puis, que se passe-t-il? Il y a la révolution bolchevique, et les bolcheviks trouvent les archives. Et l'humanité, à partir de 1924, publie les câbles diplomatiques de Raffalovitch qu'il envoie au ministre des Finances du Tsar. Et donc, on a le décompte franc par franc de l'argent donné à tous les journaux. Tous les journaux ont perçu. Et dans un de ces câbles, Raffalovitch explique au ministre des Finances russe: je pensais que ce serait dur de corrompre la presse française. En fait, ma surprise, ça a été l'extrême facilité. Et il y a cette formule formidable, et ce sera le titre du livre qu'il fera après coup. Il parle de l'abominable vénalité de la presse française.
Et il y a un deuxième exemple. On est avant-guerre. Oui, mais je vais y venir. Je vais dire pourquoi je rappelle ces histoires. Avant la première. 1932, le propriétaire du temps, l'ancêtre du monde, meurt. Il s'appelle Louis Mille. Et dans son coffre-fort, on découvre son testament. Et dans son testament, il dit « Je dois faire un aveu. Je ne suis pas le vrai propriétaire du temps. » Le vrai propriétaire, c'est François de Wendel, qui est à l'époque le président de la Banque de France, la tête de proue de ce qu'on appellera les 200, de ce que le Front populaire appellera les 200 familles. C'est pour ça que les résistants pendant la guerre sont frappés par la corruption, et quand le Conseil de la Résistance dit rétablir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance, c'est pour tourner la page honteuse de la presse collabo, mais c'est surtout pour tourner la page honteuse de la presse affairiste de l'entre-deux-guerres. Alors maintenant, aujourd'hui, ça existe encore. La presse, elle est pauvre, comme vous Alors, parlez, je vous donne un citiez exemple. Camus, pardon, oui. Oui. La presse est pauvre, là, il n'y a pas de problème. Ouais, ben je vous donne un exemple. C'est celui que je donnais sur Mediapart. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez lire l'article détaillé que j'ai fait. La Provence. Pensez qu'un journal, quand même le grand quotidien qui informe les citoyens de la seconde métropole française, et la propriété de quelqu'un qui a été, dans la procédure civile, condamné pour fraude, Bernard Tapie. J'ai donné les chiffres, à l'euro près, subventionné à plus de 1 million d'euros par le Conseil général du département, présidé par une personne qui s'appelle Martine Vassal, qui est par ailleurs candidate à la mairie de Marseille, et le directeur éditorial de La Provence multiplie les éditoriaux appelant à voter pour elle. C'est cette vénalité dont parle Raffalovitch. C'est une indignité. Et dans la presse démocratique, il devrait y avoir ce qu'il y a dans les journaux indépendants, pour les rédactions, le droit d'approbation des directeurs de la rédaction et le droit de révocation. Sur quel principe ? Sur un seul principe, l'honnêteté de l'information servie aux citoyens. Et soit dit en passant, ce principe d'indépendance. C'est-à-dire, nous sommes comptables vis-à-vis uniquement des citoyens. Ça devrait aussi valoir dans l'audiovisuel public. Malheureusement, on a vécu trop souvent dans des systèmes verticaux. Ça a été très vrai sous Nicolas Sarkozy, puisque c'est lui-même qui nommait les PDG de l'audiovisuel public. Mais même quand ensuite on est revenu à une procédure de nomination via le Conseil supérieur de l'audiovisuel, quand le chef de l'État nomme comme président du CSA quelqu'un qui a été le directeur de cabinet du Premier ministre, voilà, en l'occurrence Olivier Schramek, c'est une imposture, on reste dans un système vertical. Et du même coup, on connaît bien, en tout cas les journalistes qui chroniquent la vie des médias le voient bien, sans arrêt les pressions qui peuvent exister sur l'audiovisuel public. Et il y a eu peu d'hommes publics qui ont eu le courage de prendre à partie ce système, le dénoncer. Je fais un clin d'œil à François Bayrou. En 2007, quand il est candidat, il y a eu une scène fameuse où il interpelle Christine Chazal en disant « Mais vous savez qui est votre actionnaire ?» Alors, ce qui est terrible dans ce système, c'est que parfois, vous voyez bien les pressions. Mais ce que vous ne voyez pas, et ce qui est peut-être plus grave, ce ne sont pas les censures. C'est l'auto-censure que ça génère. L'écosystème. Je prends un exemple. Pensez que le principal journal économique français, Les Échos, soit la propriété du PDG français le plus influent, Bernard Arnault, troisième fortune mondiale, PDG de LVMH et principal actionnaire du groupe Carrefour. Quand Nicolas Sarkozy annonce à la rédaction des Échos, puisque c'est lui qui le fait, que Bernard Arnault va devenir leur actionnaire, et leur annonce leur prochain directeur de la rédaction, cette rédaction qui n'est pas du tout rebelle, donc ça se passe en 2007, se rebelle pour le coup, pour une fois, en disant... J'allais vous dire, les rédactions réagissent parfois. On a eu des exemples. Oui, donc non mais ce que je vais dire quelque chose qui peut paraître orgueilleux de ma part, qui ne l'est pas du tout. Dans l'information financière, ce qui se passe en France est une indignité. La presse anglo-saxonne, donc ce n'est pas un jugement politique, la presse anglo-saxonne néolibérale a des pratiques d'enquête. Si vous lisez le Wall Street Journal ou le Financial Times, il y a des enquêtes sur les irrégularités commises par les grands établissements financiers anglo-saxons.
en France, je vous donne une illustration. Moi, j'ai dû écrire sur Mediapart 40 articles sur des irrégularités graves commises par la principale banque d'investissement européenne, qui est une banque française, qui s'appelle Natixis. Ça a conduit à la sanction historique la plus forte que l'autorité des marchés financiers ait jamais prononcée, 35 millions d'euros, ramenés par le Conseil d'État il y a 10 jours à 20 millions d'euros. J'ai écrit pendant 1 an et demi tout seul, sans une dépêche d'agence, sans un seul journal qui reprenne. Et je peux vous dire, l'une de mes sources était tellement choquée que ces irrégularités si graves, j'ai même fait un papier racontant que les systèmes d'irrégularité, ils avaient aussi filouté la caisse de retraite complémentaire des députés à l'Assemblée nationale. Donc il y avait aussi un aspect très grand public. Ma source m'a dit, mais ce serait bien que d'autres journaux le reprennent. Je lui ai dit, mais tente le coup. Je te donne le numéro de téléphone de la journaliste des Échos qui suit les banques. Elle ne fera rien. Il a fait la tentative et la journaliste lui a dit, ah ben non, nous, on parlera de l'affaire une fois que l'autorité des marchés financiers se sera prononcée. On est dans un système de nécrose. Alors, je parle au plan financier, mais vous voyez bien au plan politique aussi ces systèmes de journalisme sénatorial, de journalisme parfois de connivence. Alors, c'est pas nouveau. Vous lisez Balzac, Splendeur et misère des courtisanes. Balzac décrit ce système de presse de connivence sous la monarchie de Juillet. Vous connaissez ce passage fameux, tel qui rêvait de devenir un grand écrivain et qui est devenu un impuissant folliculaire. Enfin, C'était très terrible pour les journalistes, d'ailleurs. Ce qui est terrible, ouais. c'est que la presse a été abîmée, alors dans des degrés divers. C'est vrai que dans les journaux normalisés, il reste des pôles de résistance. C'est vrai que moi, quand je quitte Le Monde, 1 an après du Plenel, la première décision prise par la nouvelle équipe, c'est de dissoudre le service investigation. Et ils théorisent cela en disant il faut passer du journalisme d'investigation au journalisme de validation. Je ne sais pas ce que veut dire le journalisme de validation. Puis ensuite, ils ont... ça nous a fait sourire, nous. On sort la première grande affaire sur Mediapart, qui était l'affaire Bettencourt. Du coup, ils étaient dans l'embarras parce que le seul journaliste qui avait une mémoire du travail d'investigation sur ces affaires, il l'avait envoyé à la Coupe du monde de football, je crois, à Johannesburg. Donc, ils l'ont fait revenir en catastrophe parce qu'ils n'avaient plus le savoir-faire pour enquêter. Donc, le monde a reconstitué en partie. Oui, voilà, j'allais vous dire maintenant. Mais donc ils ont reconstitué en partie. Mais je regarde le service économique que j'ai dirigé longtemps au Monde, où nous n'avions de fil à la patte d'aucune façon. Et donc, nous ne craignons pas de nous affronter, s'il le fallait, aux puissants. Je veux dire, moi, à l'époque où je dirige ce service, on révèle des informations qui contribuent, par exemple, à faire chuter Jean-Marie Messier, qui était, 2002, le grand PDG de l'époque, très à la mode, le Frenchie, qui avait des chaussettes trouées, qui s'affichait à la une de Paris Match. On s'en souvient, en tout cas, les plus anciens. Je veux regarder le service... Juste, quand on parle de garde-fou, quand on parle de liberté de la presse, à partir du moment où vous êtes là en train de parler, de nous expliquer ça, et que vous faites régulièrement, c'est votre spécialité, des chroniques à ce sujet, on peut se dire que le système va relativement bien puisque vous pouvez continuer à travailler, à dire, parfois à pointer. J'espère que les confrères peuvent se défendre. Bon, là, c'est un peu difficile parce que j'ai personne du monde. Mais on peut partir du principe que l'honneur est sauf. Oui, et écoutez, moi, ma conviction, c'est que, vous m'avez demandé, c'était le point de départ de notre conversation, en quoi faut-il croire encore? Je vous l'ai dit, revenir aux fondamentaux de la démocratie, à ce qu'était l'idéal de la Déclaration des droits de l'homme, à ce qu'était l'idéal de Thomas Jefferson aux États-Unis au moment de la Déclaration des droits. Et donc, ma conviction, c'est que la nouvelle génération de journalistes, en relation avec les citoyens, doit refonder la presse. Je pense que c'est l'un des défis majeurs démocratiques, refonder une presse libre et indépendante qui renoue avec les idéaux de la libération. Et la très bonne nouvelle pour Mediapart, mais cette bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Vous savez, quand on a démarré à Mediapart, tout le monde nous regardait avec amusement en disant « mais
Vous n'y arriverez pas. La presse sur Internet, c'est gratuit. Voilà, Bon. expliquons, ça c'est fondamental. Hein, quand vous lancez, vous êtes tous des journalistes de presse écrite papier. La presse écrite papier est bouleversée par l'arrivée d'Internet. La politique des grands journaux américains et les Français ont fait pareil au début de l'arrivée d'Internet, assis sur leur montagne de papier, on va dire, donnent les infos gratuitement sur le net en se disant bon, ben, c'est pour voilà, hein, c'est donc conduisant finalement à cette singularité qui est que ce qu'on vend d'un côté, on le donne de l'autre, et arrivent ce qu'on appelle des pure players dans le jargon, c'est-à-dire des journaux qui ne seront que Internet, dont Mediapart, qui est un des premiers en France, je crois, à dire non, nous on fait payer. Oui, mais le principe est assez simple. C'est un principe citoyen. C'est très économique aussi, finalement. Bien sûr, mais tirant les leçons des dégâts démocratiques causés par le rachat de la presse par des milliardaires, dont la presse n'est pas le métier, encore une fois, à la différence des autres pays, nous nous sommes dit que le modèle économique ne pouvait dépendre que des citoyens. Vous savez, du coup, on a arrêté notre publicité qui est mi-moqueuse, mi-arrogante. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est une bonne nouvelle, pas pour nous, pour tout le monde. Parce que on a réussi notre pari, au moins on a réussi cela. On a 170 000 abonnés et c'est un journal très profitable. Ça prouve une chose, c'est que ce que traverse la presse, c'est pas une crise de la demande, comme beaucoup de journalistes ont pensé. Ah, les lecteurs désertent les journaux. Non, c'est une crise de l'offre. Et dès lors que vous faites dignement votre métier, honnêtement, dès lors que vous regagnez le crédit perdu, parce qu'il y a un discrédit qui pèse sur la presse, il faut regarder les choses en face. Dès lors que vous apportez la preuve, et c'est long de reconquérir du crédit, bien, les citoyens sont au rendez-vous. C'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est une très bonne nouvelle pour tous les journalistes, c'est que les citoyens, eux, sont en attente d'une information honnête et libre. Et les gens ne connaissent pas forcément tous les méandres poisseux de ce capitalisme de la presse. Hein. Moi, je pourrais vous raconter dans le détail la façon dont Vincent Bolloré a abîmé Canal+, a abîmé les chaînes de télé qu'il a. On le lit, ça. On le voit. On est au courant, si on veut savoir. Non, mais je disais ça en forme de clin d'œil. C'est que c'est encore plus grave que ce que le citoyen... Ce qui a été écrit, c'est ça que vous voulez dire. Vous vous rendez compte, Vincent Bolloré, quand il prend possession de Vivendi, il devient l'actionnaire principal et donc il devient le patron de facto de deux chaînes qui sont Canal+ et iTélé. Que fait-il à iTélé, qui se transformera ensuite en CNews? Il nomme comme directeur de la rédaction de CNews un jeune homme qui n'a pas d'expérience forte, qui s'appelle Guillaume Zeller, qui est en fait le petit-fils d'Adrien Zeller, le général putschiste de la guerre d'Algérie. Vous me direz, nul n'est responsable de ses ascendants, sauf que lui, il assume ce legs familial, puisqu'il écrit sur le blog de Robert Ménard, Boulevard Voltaire, des blogs en réhabilitation de Paul Ossarès, le général qui a promu la torture en Algérie. Mais ce qui est en empathie avec ce qu'est Vincent Bolloré, qui est la droite très radicale. Il a construit son groupe sur les décombres du capitalisme colonial français en prenant d'assaut une banque qui s'appelle la Banque Rivaux, qui était la banque de la France-Afrique et du RPR dans les années 80. Et il fait de ce groupe un lieu dont on sait par quoi ça se termine. Ça se termine par l'installation sur CNews d'Éric Zemmour. Il y a une histoire longue qui est l'histoire de... Oui, mais Laurent Mauduit, vous pouvez considérer... Il y a toujours une presse d'opinion. Si on n'a pas envie de regarder une chaîne de droite, on regarde la chaîne de gauche. Elle existe toujours. Ah oui. De gauche. Ah oui. Mais il y a les journaux. Tout le monde peut s'exprimer. Non, parce que dans ce système-là, vous voyez bien, il y a des lieux de pertinence au plan audiovisuel. Il y a aussi des Regardez, si on fait juste un temps d'arrêt au plan audiovisuel, ce à quoi on aboutit, c'est ce que vous décriviez tout à l'heure. C'est l'information low cost. Alors certes, il y a parfois plus de gens d'extrême droite à CNews ou à LCI d'ailleurs, hein, qu'à BFM, mais c'est quand même la même information low cost, la rapidité, non pas la pertinence. Et donc, du coup, vous avez un système fou. C'est BFM, scoop, Ligonès a été arrêté. Deuxième scoop, 2 heures après,
Scoop, Le ce n'est Parisien pas qui sort Ligonnès, d'abord. 2 scoops dans une journée, formidable. Bon. Oui, vous Ce- savez ce que Lazarev disait ça. Quoi Vous connaissez la phrase de Lazarev. Alors, quand on lui prête, je ne sais pas si elle était vraie, il n'y a Ouais. jamais de rectificatif, il y a toujours une nouvelle information. C'est ça. Ouais. Bon, vous voyez bien ce que je veux dire, c'est que Il y a une le rapidité, critère mais de la presse de qualité, c'est d'abord le critère de la pertinence. de la lenteur peut-être. Oui, de la lenteur. Par exemple, dans des enquêtes sur des problèmes de harcèlement sexuel ou de viol, a fortiori, puisque ça touche à des questions qui ont trait à la vie publique, il y a une obligation pour la presse de méticulosité, d'extrême rigueur, parce que parfois une plainte ne suffit pas, parfois 2 plaintes ne suffisent pas, et regardez comment nous l'avons expliqué sur Mediapart, comment nous avons fait pour l'affaire Adèle Haenel. Combien de mois d'enquête, je me 7 souviens. mois. Ouais, 7 mois. 7 mois d'enquête, 38 témoins entendus, dont 34 qui acceptent de parler à visage découvert, ce qui est rarissime. Et donc, alors j'entends bien qu'on dénonce le travail qu'on a fait, mais regardez bien l'extrême méticulosité. Et la presse de qualité, alors nous ne sommes pas exempts de défauts, je parle de ma petite maison parce que c'est celle que je connais, mais ça, J'allais vous dire, vous faites un panorama tellement terrible du reste que je me dis, c'est pour mieux sauver votre petite maison, enfin pour mieux la mettre en vitrine. Non, parce qu'il y a des confrères qui, dans la presse achetée, font leur travail la tête haute. Mais du coup, il faut réfléchir au fait que la loi leur donne assez peu de protection. Je pense, par exemple, à la quand vous pensez à la grève qu'il y a eu à iTélé il y a 2 ans. C'est là où je vous parlais des réactions, des rédactions qui réagissent, qui peuvent se révéler. D'une part, il y a une floraison de sociétés de rédacteurs qui se sont créées, mais il y a beaucoup de journalistes dans ces milieux parfois compliqués, et sous la domination d'actionnaires qui peuvent être interventionnistes. La loi ne prévoit pas de protection. Je pense juste, vous savez, sous Hollande, il y a une loi qui s'appelle la loi Bloch, qui prévoyait faussement, à mon sens, de protéger les rédactions, notamment en faisant l'obligation aux actionnaires d'accepter qu'il y ait une charte éthique dans les rédactions. Mais toutes les rédactions, ils ont passé, effectivement. Oui, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Une charte éthique dans chaque rédaction. Vous avez été voir la charte éthique de Canal ? Non, si le préambule n'est pas une charte internationale, notamment chez les journalistes, il y a une très grande charte qui s'appelle la charte de Munich, 1971. Mediapart a une charte éthique, mais en préambule, nous adhérons à la charte mondialement reconnue par toutes les sociétés de journalistes et tous les syndicats de journalistes. Et donc, s'il n'y a pas cette possibilité, imaginez que si la rédaction d'ITélé avait eu ce droit de révocation de son directeur au moment où on voulait leur imposer le fait que quelqu'un mis en examen pour corruption de mineurs, j'ai oublié quelle était la qualification pénale, ça les aurait protégés fortement. Bon. Alors, il convient de dire aux gens qu'en fait, pour être journaliste, il y a la charte de Munich, mais vous n'êtes pas obligé de la... Pour avoir votre carte de presse, vous n'êtes pas obligé de la suivre. En France, c'est comme ça. Est-ce que vous seriez pour un ordre, comme il y a un conseil de l'ordre des avocats, des journalistes, puisque les seuls critères d'attribution de la carte de presse sont économiques. Si vous avez 50% de vos revenus tirés de la presse, en gros... Alors c'est un débat qui anime les journalistes, je ne veux pas je sais pas si embêter un débat, ceux qui nous écoutent en rentrant trop dans le détail, mais c'est un débat d'actualité, puisqu'il y a le projet de création d'un conseil de déontologie qui est en train de voir le jour, Comment vous voyez ça ? Porté par un historien de la presse qui s'appelle Patrick Evenot, sur lequel nous sommes assez critiques et notamment parce que ce conseil sera financé par la puissance publique. Et donc le débat éthique doit protéger les journalistes d'éventuelles pressions de l'État. Donc, mais voilà, c'est un débat en cours. Ce panorama que vous venez de nous faire s'explique aussi par cette révolution qu'est Internet. Comment vous voyez, il faut savoir que dans la presse, notamment la presse écrite, Internet peut être un synonyme de menace. Comment, alors Mediapart, vous êtes emparé de ce média finalement, vous l'avez tordu un peu à vos exigences,
Et ça a l'air de marcher. Pour le reste de la presse, qu'est-ce qu'Internet peut apporter ou faire de mal dans la liberté? On revient à la liberté de la presse. Est-ce que finalement, parce qu'au début d'Internet, on se disait, mais de toute façon, ce que je ne lis pas dans le journal, je peux le trouver ailleurs. Le problème, et on va revenir sur la loi des fake news, c'est que vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. En gros, de plus en plus, on interrogeait les gens, les études pour savoir comment les gens s'informent. Il y avait la radio, la télé, la presse, et maintenant les gens disent Facebook. Or, Facebook, il n'y a pas de journalistes. Comment vous voyez cette évolution avec des gens qui finalement confondent des marques qui ont un média et d'autres marques qui finalement n'ont pas de journalistes, n'ont pas de rédaction? Est-ce que ce n'est pas ça le plus grand danger? Écoutez, mon sentiment, c'est que nous vivons une révolution technologique et l'enjeu majeur de cette révolution, c'est que ça devienne aussi une révolution démocratique. Alors, une promesse démocratique, mais finalement, avec les fake news, on se rend compte que la totale liberté a quelque chose de pernicieux. J'y viens. Mon sentiment, c'est qu'il y a toujours eu, dans tous les supports, des possibilités de fake news, même si ce n'était pas le nom. Et la presse, de ce point de vue, il y a une sorte de neutralité des supports. Il y a eu une presse papier, écrite, qui a été les supports de fausses nouvelles, de ragots. C'est le cas de la presse trash britannique actuelle. C'était le cas d'une presse très importante en France sous l'entre-deux-guerres. Donc il y a une sorte de... Internet n'a rien inventé. Ce qu'Internet invente, c'est l'immense caisse de résonance et de bulles que ça crée. Et donc l'enjeu pour les journalistes, c'est de convaincre les citoyens que sur Internet, c'est une presse rénovée, mais en même temps, c'est une presse démocratique en ce sens que les lecteurs trouvent leur place. Et donc l'enjeu démocratique, c'est d'essayer de transposer les règles et les procédures de qualité sur Internet. Parce que c'est une presse améliorée. Une presse améliorée parce que moi, en écrivant, je peux documenter ce que je dis par les liens hypertextes, et aussi parce que le citoyen trouve sa place dans ce journalisme-là. C'est-à-dire que le journaliste, peut m'interpeller par les commentaires dans ce que je fais, et aussi parce que, je prends l'exemple de Mediapart, mais d'autres journaux le font, même si c'est de manière moins ample que nous, on a créé autour du journal une sorte d'agora publique. Bon. Et donc l'éducation, notamment des plus jeunes, consiste à leur faire comprendre qu'il y a des lieux dans cet immense univers qui est Internet où l'information est certifiée. Donc c'est ça la bataille pour regagner du crédit. N'écoutez pas ce qui circule sur Twitter, sur Facebook. Venez là où l'information est recoupée, vérifiée. Et de ce point de vue, moi je suis inquiet de voir comment certains confrères réagissent. C'est que je me méfie des rumeurs, je me méfie des fake news. Et du même coup, je me méfie des immenses, de ce qu'on appelle les GAFA, les immenses oligopoles anglo-saxons, notamment américains, qui, eux, ne génèrent que des plateformes d'audience de masse en n'ayant pas trop de soucis sur l'information et sa qualité. Et si vous observez bien, l'évolution inquiétante est la suivante, c'est qu'après, dans des systèmes impécunieux où la presse a souvent tendu la main pour faire l'aumône et demander à l'État de la financer, sous la forme d'aide directe, que moi j'ai toujours trouvé très dangereuse, maintenant cette presse, sentant que l'État devient impécunieux, se retourne vers les GAFA. Et vous avez notamment 7 quotidiens qui ont passé, français, des accords avec notamment Facebook. Pourquoi est-ce que c'est grave? Alors vous avez vu qu'il y a une page check news sur Libération. Beaucoup de médias se mettent à faire de la check news, du fact-checking. Oui, non, mais que se passe-t-il dans le cas de Libération et du Monde? Facebook, voyant des rumeurs circuler, demande à Libération de leur certifier telle ou telle rumeur qui passe. Donc ça consiste à enfermer des journalistes d'une rédaction dans une bulle décidée par un algorithme. C'est la fin de ce qui est la liberté du journalisme, c'est l'autonomie de son agenda. Ce n'est pas l'oligopole de Facebook qui va vous dire il faut enquêter sur l'affaire Bettencourt ou il faut enquêter sur l'affaire libyenne de Sarkozy. Ce n'est pas un algorithme. Ça remet en cause une forme de la liberté fondamentale du journalisme, c'est de choisir les sujets d'intérêt public qui sont les plus importants. Et c'est si grave que ce type de financement nouveau qui s'instaure,
hein, donc Facebook finançant Libération, Le Monde, Le Parisien. Il y a d'autres financements que vous ne voyez pas. Pensez que le supplément Afrique du Monde, le Monde Afrique, est financé à hauteur de 1 million de dollars par an par la fondation Bill et Melinda Gates, Bill Gates. Toute l'information africaine, alors qu'il y a des jeunes journalistes en Afrique qui rêvent de faire un journalisme indépendant, surtout face à parfois à des régimes autocratiques. Vous vous rendez compte de ce gâchis, parce que dans la vie, forcément, à un moment donné ou à un autre, c'était ça l'idéal démocratique de Bob Mary, qui paye commande. Vous vous mettez en position de fragilité dès lors que vous acceptez, surtout un financement à 100% par une personne aussi riche que ça. Et donc, c'est encore une fois l'abandon des principes démocratiques d'indépendance que je pointais tout à l'heure. Laurent Mauduit, je peux dire voilà, là, le temps. Est-ce que vous voulez vite. Dernier mot, ouais. Juste signaler une invention démocratique de Mediapart, qui est notre actualité d'aujourd'hui. On vient de créer un fonds pour une presse libre. Vous m'aviez dit qu'il fallait qu'on en parle. Désolé, on a oublié. Ouais. Devenu le seul journal en France qui n'a pas d'actionnaire. Nous sommes possédés par un fonds démocratique qui, par ailleurs, financera les jeunes procès de presse indépendante. Les citoyens pourront y contribuer avec des dons défiscalisés. Et donc voilà, c'est la seconde étape, c'est notre succès. On veut en faire un point d'appui pour essayer d'autres journalistes à développer des médias de ce type. Allez, alors on n'a pas le temps pour les questions, j'en ai désolé. Par contre, vous quittez cette salle. Si vous voulez discuter avec Laurent Mauduit, échanger, il va signer ces 2 ouvrages. Rappelez-nous les titres. J'ai écrit en 2016 Main basse sur l'information et puis La caste. Merci Laurent Mauduit. Merci à vous.